Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. 4 ans et demi après le gigantesque incendie de Carpiagne, le militaire qui a autorisé cet exercice de tir aux lourdes conséquences est renvoyé en correctionnel. Des billets de train à 1 €, c'est pour bientôt sur l'ensemble du réseau Languedoc-Roussillon. On vous donne les détails dans quelques instants. Nous irons au musée des civilisations de Marseille à quelques jours de l'ouverture de l'exposition Splendeur de Volubilis. Confrontation, classico, quel que soit le nom qu'on lui donne, la rencontre PSG-OM est très attendue dimanche à 21 h. Un match qui déchaîne paris et pronostics. Et d'abord, une importante saisie de drogue à Montpellier. Plus de 530 plants de cannabis, 650 kilos de cocaïne et plusieurs armes à feu ont été découverts aujourd'hui dans 2 maisons adjacentes des quartiers ouest de la ville. Une information judiciaire est ouverte. 4 personnes, dont une mère et son fils, ont été déférées devant le parquet. Alors c'est une enquête qui démarre puisqu'aujourd'hui est ouverte une information confiée à un juge d'instruction. Nous en savons déjà un petit peu sur les 4 personnes qui ont été interpellées, des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas spécialement fait parler d'elles, en tout cas en matière de stupéfiants, ce qui montre, là aussi, est assez inquiétant puisque nous avons affaire à des personnes déjà d'un certain âge, qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années et qui se retrouvent directement, si j'ose dire, à un niveau de trafic déjà très sérieux. Après une longue procédure, l'adjudant Philippe Fontaine sera finalement jugé pour l'incendie de Carpiagne à Marseille. L'été 2009, lors d'un exercice de tir, 5 légionnaires qui l'encadraient ont utilisé des balles traçantes au fort pouvoir incendiaire. Plus de 100 000 hectares ont été ravagés aux portes de ce qui allait devenir le massif des Calanques, causant d'importants dégâts matériels dont une maison entièrement brûlée. Les explications de Marguerite Kioch. Rappelez-vous, c'était il y a 4 ans et demi. Les pompiers se battaient contre l'incendie sur les hauteurs de Marseille. Quelques heures plus tôt, des militaires s'entraînaient au tir à Carpiagne sous la responsabilité de l'adjudant Philippe Fontaine. Ce sous-officier, apparemment, a commis une négligence grave, en ce sens que le tir comprenait dans les chargeurs des balles traçantes qui sont chargées de phosphore. Bien évidemment, ces balles, lorsqu'elles atterrissent, peuvent immédiatement mettre le feu. Ce sous-officier a outrepassé les consignes puisque les ordres clairs et nets, on n'utilise pas ces balles en période d'été. D'abord mis en cause pour violation de consignes, il bénéficie en 2011 d'un non-lieu. Ce renvoi en correctionnel pour une série d'infractions, dont destruction involontaire du bien d'autrui et de l'environnement, c'est un soulagement pour les victimes. Et au-delà de l'aspect strictement financier qui sera probablement et certainement jugé et tranché devant la juridiction administrative, c'est toute leur vie, c'est tous leurs souvenirs qui ont disparu et ils ont besoin, comme toute victime, que ce statut de victime leur soit reconnu et qu'ils puissent s'exprimer librement devant une juridiction. 70 propriétaires ont été touchés, autant de potentielles parties civiles. La ville de Marseille, pourtant propriétaire de terrains endommagés, n'a pas souhaité affronter les militaires devant les tribunaux. Le procès ne devrait pas se tenir avant la fin de l'année. Des places à 1 € dans tous les TER du Languedoc-Roussillon, c'est prévu pour 2015 sur l'ensemble du réseau. Testé actuellement sur 5 lignes, le dispositif a été lancé en 2010 par le Conseil régional et la SNCF, une première en France. Jean Brun fait le point. Jusqu'à maintenant, seule une ligne par département proposait à titre expérimental le billet à 1 € en Languedoc-Roussillon. Un projet très social, imaginé par Georges Frêche en son temps, pour permettre au plus grand nombre de se déplacer et à la SNCF de remplir les trains de certaines lignes parfois délaissées. L'effet est immédiat. Sur le trajet Nîmes-le-Gros-du-Roi, la fréquentation augmente de 170%. J'ai en plus envie de dire que c'est un tarif découverte, mais évidemment la dimension sociale elle n'est pas absente. Moi je le vois bien l'été quand pour ne pas prendre ma voiture pour aller à la mer, quand je prends Nîmes-Gros-du-Roi, je vois bien que il y a sûrement là des familles qui ne seraient pas allées à la mer, tout simplement parce que soit n'ont pas de véhicule, soit ça aurait fait, si on multiplie par 3 ou 4 le prix du billet, elles ne seraient pas allées. Donc évidemment tant mieux si au fond ça permet aussi à des familles de faire découvrir la mer aux enfants et puis d'aller passer une bonne journée. En janvier 2015, l'opération sera étendue à l'ensemble des lignes TER de la région. Mais l'accès ne sera plus aussi spontané et les voyageurs devront se montrer prévoyants
au risque de payer plein tarif. Le nombre de places qui est réputé être libre sera donc attribué via Internet aux usagers occasionnels dès lors qu'ils se seront procuré ce billet par Internet. Et à ce moment-là, on est assuré d'avoir des trains qui seront à la fois complets mais en même temps accessibles au plus grand nombre. Pour obtenir votre billet, vous devrez donc réserver sur Internet et avoir accès à un ordinateur, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. Beaucoup de contraintes au final pour un billet certes peu cher à l'achat, mais dont le prix sera compensé par les 3,5 millions d'euros payés par la région à la SNCF. Même si le lancement de l'opération n'aura lieu finalement que dans 10 mois, l'intérêt de l'annonce de l'opération à 3 semaines d'échéance électorale importante n'échappera à personne. Il y aura beaucoup de monde sur les routes demain pour ce grand chassé-croisé des vacances. Bison futé, voie orange dans la région, avec des difficultés sur les axes menant aux stations des Alpes du Sud, dans le sens des départs comme dans le sens des retours, principalement sur l'autoroute A51 entre Aix-en-Provence et le péage de la Sols. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Sarah Lantuet-Joule. Visite en Centrafrique pour François Hollande. Le président de la République s'est rendu à Bangui aujourd'hui. Il s'est fixé comme objectif d'éviter la moindre tentative de partition du pays. Il a aussi salué l'action des 2000 soldats français engagés qui, selon lui, ont sauvé des milliers de vies depuis le début de l'opération Sangaris il y a presque un an. Nicolas Sarkozy reçu par Angela Merkel à Berlin. L'occasion pour l'ancien président de la République de prononcer un discours où il a fait l'éloge de leur leadership. Après un entretien d'1 heure avec la chancelière allemande, il a souligné l'importance de l'amitié entre les deux pays pour sauver l'euro. L'amitié entre la France et l'Allemagne n'est pas un sujet d'actualité politique. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Le pacte de responsabilité prend forme. 2 mois après son lancement par François Hollande, la première discussion entre patronat et syndicats est lancée. Présenté comme une bouée de sauvetage par le gouvernement face à la déferlante du chômage, ce pacte propose aux entreprises de baisser leurs charges en échange d'une relance de l'emploi. Michel Thierry Angana est libre. Après 17 ans de prison en isolement au Cameroun, il a retrouvé sa famille ce matin à l'aéroport de Roissy. Il se dit extrêmement usé par sa détention. Incarcéré pour détournement de fonds publics, le Français d'origine camerounaise a toujours nié les faits. Vive émotion dans la communauté du flamenco après le décès de Paco de Lucia. Le célèbre guitariste espagnol est mort à l'âge de 66 ans. 3 jours de deuil national sont décrétés dans sa ville natale. À Montpellier, le gypsy Nino Baliardo revient sur sa rencontre avec celui qu'il considère comme un maître. Il y a quelque chose qui est parti de mon cœur. Mais que quand même, ça va rester toute nos vies, il restera dans notre cœur de cet homme. Quand Paco tocava unas rondenas, quand jouait nos rondenas, c'était Jésus de Nazareth qui venait. Vous savez qu'il chassait les démons des corps, et Paco c'était ça. C'était un renovateur. Il vous prenait une personne, il la remettait avec un amour infini. C'était un homme bon, c'était un homme... Il était... Comme il jouait, il était. 2 millions de visiteurs, c'est le cap franchi ce mois-ci par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui a ouvert ses portes il y a 8 mois pendant l'année capitale européenne de la culture. Dans une dizaine de jours débute une nouvelle exposition baptisée Splendeur de Volubilis, regroupant notamment des bronzes antiques du Maroc et de la Méditerranée. Romain Péric a assisté au montage. En plein montage d'une des pièces emblématiques de l'exposition, une statue de bronze vieille de presque 2000 ans. Précaution et réglage au millimètre. Il est bien comme ça. 18 bronzes seront installés ici, la plupart issus du musée d'archéologie de Rabat. Comme cet éphèbe couronné de liens, un véritable trésor national et chaque détail compte. On a surtout besoin de voir qu'elle est équilibrée parce qu'on a présenté tout cet ensemble de sculptures dans une configuration très simple et très harmonieuse qui met en évidence les pièces. Donc s'il y a un petit billet
lié au positionnement, ça trouble beaucoup la perception. Ce modèle a été découvert dans les années 30 à Volubilis au Maroc, un site archéologique classé à l'UNESCO. Il témoigne d'un formatage du goût auprès des classes sociales aisées du bassin méditerranéen pendant près de 400 ans. Vous voyez sur cet effet par exemple qu'il ne sort pas de la tradition des sculptures hellénistiques, des éphèbes non pas Fodor, je pense connus du 1er siècle avant, 2e siècle après, donc c'est à peu près le même modèle qui serait parti dans toute la Méditerranée. Un voyage au cœur des civilisations sous l'Empire romain. En tout, 60 œuvres seront présentées au public dès le 12 mars prochain jusqu'au 25 août au Mucem. Dans un peu moins de 48 heures, c'est le choc PSG-OM. Cette année, les Olympiens ne sont pas favoris pour ce déplacement en terre parisienne, dimanche à 21h. Pour autant, tous les espoirs sont permis avant cette confrontation en 27e journée de Ligue 1. Chaque va de son pronostic, voire de ses prédictions. Un reportage de Blandine Marmigère et Julien Butner. Le classico approche et la tension monte. Chez LCM, les clans se forment, les esprits s'échauffent et le gagnant se joue à la Babi. Mais on a voulu aller plus loin et avoir une avance sur le temps. Paris en ligne oblige, nous sommes allés voir une médium. Pour moi, ce sera Paris. J'ai eu le flash sur Paris. D'ailleurs, les cartes confirment un peu ce que je pense, mais je ne veux pas m'engager sur le score parce que je ne suis pas certaine. Mais je ressens vraiment à l'intérieur de moi Paris en victoire. Paris gagnant, impossible d'y croire. Il nous faut de l'aide, quelqu'un qui entraîne des champions olympiques made in Marseille. Le but, ça serait que ensemble, toute équipe, les 11 joueurs, aient des pensées aussi positives, comme quoi eux peuvent battre Paris, et ensuite qu'ils fassent bloc tous ensemble, toute l'équipe, avec le staff technique, avec tout le club. S'ils arrivent à faire un bloc pour affronter Paris, il y aura plus de chances pour faire un bon résultat. Faire bloc, on leur fera passer le message. En attendant, nous sommes un peu désespérés à la rédac. Faute de Paul Le Poulpe, Archibald, le chat savant, est infaillible. Au lancement des boules de papier, Archibald se dirige vers le PSG. Puis, il choisit finalement l'OM. Infaillible, enfin presque.